J'aimerais d'abord remercier Marie-Odile et le comité pour m'avoir invité, avoir la chance de présenter les recherches qu'on mène ici au Centre de neurosciences psychiatriques à Lausanne. Et en fait, j'aimerais d'abord mentionner, en plus de l'absence de conflit d'intérêts, tous les gens qui ont participé, qui participent à cette recherche, principalement Kim Do, qui est la directrice du Centre de neurosciences psychiatriques, et avec son mari, Michel Queno, qui ont lancé il y a une dizaine d'années, même plus d'ailleurs, un programme de recherche translationnelle visant à essayer de comprendre mieux la contribution du stress oxydatif, d'une dérégulation des antioxydants dans la pathophysiologie de la schizophrénie. Lorsqu'on fait une recherche translationnelle, on a besoin aussi d'une bonne collaboration avec les cliniciens. Et c'est le cas grâce à Philippe Conus, qui dirige le service de psychiatrie générale. Et également, je vais présenter une bonne partie de données de différentes personnes, Aline Monin, Yann Kabunkal, Alberto Cocorba et Daniel Dvir. En fait, pourquoi s'est-on intéressé au stress oxydatif ? Parce qu'en fait, depuis bien des années maintenant, il y a des observations à la fois au niveau du sang, mais au niveau du cortex ou du cerveau en général, d'une augmentation du stress oxydatif chez des patients. Et pendant longtemps, ça a été considéré comme une conséquence de la maladie. Jusqu'à finalement, Kim et Michel Queno ont commencé à essayer de se dire finalement peut-être que cette dérégulation pouvait contribuer aussi à la pathophysiologie. Et cette idée, en fait, est supportée maintenant par un ensemble de données génétiques, par exemple, qui associent des gènes associés au métabolisme et à la synthèse d'un des antioxydants principaux qu'on trouve dans toutes les cellules de notre corps, qui est le glutathion. Mais il y a aussi un bon nombre d'autres protéines qui sont associées à des gènes associés à la maladie, qui, lorsqu'elles sont dysfonctionnelles, peut aussi engendrer une dysfonction du système antioxydant ou un stress oxydatif. Et en fait, le stress oxydatif est souvent lié, d'un point de vue fonctionnel, et intimement associé à des dysfonctionnements ou des anomalies au niveau des mitochondries, de l'inflammation. Et on sait que chez les patients, on peut observer des anomalies au niveau des mitochondries et des problèmes inflammatoires. Comment se fait ce stress oxydatif ? En fait, il est le résultat d'une dérégulation de cette balance redox, qui est formée d'un côté d'antioxydants et de l'autre des produits réactifs qui sont formés par le métabolisme, par les cellules. Et en fait, la capacité antioxydante va dépendre des capacités des enzymes qui sont associées au système antioxydant, de leur activité, de leur expression, et aussi d'un certain nombre de facteurs, je dirais, environnementaux. Évidemment, la nourriture, il y a des antioxydants dans la nourriture qu'on ne peut pas synthétiser, tels typiquement la vitamine C, la vitamine D, donc on doit obtenir par la nourriture, l'activité physique, etc., qui peuvent moduler cette capacité antioxydante. De l'autre côté, on a ces produits réactifs oxygen species, par exemple, qui sont produits lors du métabolisme ou lors de la dégradation de certaines substances, comme la dopamine, qui produit des radicaux libres. Et il y a également à côté de ça un certain nombre de stress environnementaux qui sont tous des risques, des facteurs de risque pour la schizophrénie, comme l'inflammation, l'hypoxie, malnutrition, toxines et des stress psychosociaux qui peuvent augmenter cette quantité de produits réactifs. Et en fait, lorsqu'il y a un déséquilibre, on peut avoir une oxydation réversible de certaines protéines et ça va moduler, ça va changer la fonction de ces protéines. De cette manière-là, ça va altérer ou modifier certains processus biologiques. Dans le développement, ça peut être la prolifération et la différenciation de cellules, mais aussi la neurotransmission. Évidemment, lorsqu'il y a un trop grand déséquilibre, il y a des oxydations irréversibles qui apparaissent, qui atteignent l'ADN, les lipides, les protéines. Et éventuellement,
amène à une mort cellulaire. Ce que je veux vous présenter, c'est en fait notre recherche qui a essayé de proposer qu'une dérégulation redox due à cette unbalance entre antioxydants et production de radicaux libres, qui peut être due à une combinaison de vulnérabilité génétique et aussi de stress environnementaux, pourrait éventuellement contribuer à certains éléments de la pathologie. Et en fait, durant le développement. Et en fait, on s'est penché sur quelques cellules qui sont altérées chez les patients et qui sont particulièrement sensibles. Et je vais vous montrer quelques exemples. Il s'agit par exemple des neurones à parvalbumine, qui sont des neurones inhibitrices qui sont très importantes pour la computation à l'intérieur des circuits locaux, corticaux ou hippocampaux, et également des oligodendrocytes qui forment la myéline autour des axones, donc qui est important aussi pour la communication de différentes structures du cerveau. Et évidemment, si on a des problèmes au niveau des interneurones à parvalbumine ou au niveau des oligodendrocytes, on peut obtenir des disconnectivités et ça va clairement avoir des effets sur l'intégration multisensorielle, différents symptômes, les problèmes cognitifs qui peuvent être associés à la maladie. En fait, une dérégulation redox est intimement liée aussi à la neuroinflammation. Il est extrêmement difficile de distinguer les deux d'un point de vue mécanistique, car en fait, ils s'influencent l'un l'autre, comme je vais vous le montrer tout à l'heure. La neuroinflammation, une activation du système immunitaire est aussi observée chez les patients. Et en fait, un antioxydant est souvent d'ailleurs un anti-inflammatoire, et un anti-inflammatoire est aussi souvent un antioxydant. Donc il y a vraiment un lien très étroit entre ces deux choses. Et il est connu aussi sur des modèles animaux que l'inflammation peut aussi impacter, je dirais, les interneurones à parvalbumine, de même que les oligodendrocytes. Juste pour vous donner une idée de cette interaction, la chose qui a été clairement identifiée, c'est que l'activation du système immunitaire libère par exemple des interleukines, des cytokines, et qui génère la production de radicaux libres et qui vont induire un stress oxydatif. Mais en fait, l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire que lorsqu'on a une dérégulation redox, par exemple, dans ce cas-là, on a une souris qui a moins de glutathion, moins de cet antioxydant important pour la capacité antioxydante de l'animal, eh bien, ces souris montrent en fait une augmentation des microglies à l'intérieur du cerveau. Des microglies activées, il y a aussi une libération plus importante d'interleukines. Donc il y a un lien très étroit entre inflammation et redox dysregulation. Un autre élément que je vais montrer également, c'est les récepteurs NMDA, ces récepteurs qui répondent au glutamate et qui sont considérés comme étant hypofonctionnels, mal fonctionnels chez les patients. Et là également, je vais vous montrer aussi quelques indications qu'une hypofonction ou une dysrégulation au niveau de ces récepteurs NMDA sont étroitement liées à une dérégulation redox. Et il y a des interactions dans les deux sens qui se passent. Et aussi là, parfois, il est difficile de distinguer qui vient en premier. Et l'idée principale, c'est qu'en fait, tous ces éléments, si un de ces systèmes est affecté, soit génétiquement, soit par un environnement, il peut aussi affecter les autres systèmes et ensemble vont converger vers des problèmes au niveau, dans les cas où on a étudié, des neurones à parvalbumine et des oligodendrocytes. Maintenant, je vais vous montrer quelques exemples de l'effet d'une dérégulation redox sur les interneurones à parvalbumine. En fait, les interneurones à parvalbumine sont des neurones inhibiteurs qui, chez les patients, on a observé des anomalies au niveau de ces neurones, au niveau du cortex préfrontal, mais aussi de l'hippocampe. Et bon, je ne vais pas entrer dans le détail, mais il y a un certain nombre d'anomalies au niveau de l'expression, par exemple, des neurotransmetteurs, du neurotransmetteur GABA, qui est le neurotransmetteur libéré par ces interneurones,
au niveau de la matrice extracellulaire qui entoure ces interneurones, il y a toute une série d'anomalies qu'on retrouve, par exemple, dans le cortex préfrontal lié à ces interneurones à parvalbumine. Mais avant d'entrer dedans, j'aimerais donner quelques informations sur la fonction de ces interneurones à parvalbumine. En fait, ces interneurones à parvalbumine forment des connexions réciproques avec des neurones pyramidaux. Et en fait, ils ont la particularité de libérer, d'avoir des synapses inhibitrices qui se trouvent autour du corps cellulaire des cellules pyramidales. Et par cette situation, ils sont capables d'avoir une très forte influence sur la manière dont cette cellule va pouvoir générer un potentiel d'action et transmettre une information. Ils sont un peu le chef d'orchestre, si on veut, pour simplifier. C'est-à-dire qu'ils vont contrôler quand un neurone, le neurone bleu, pourra générer un potentiel d'action. Pour essayer d'illustrer ça, j'ai fait une petite animation où en fait vous avez un réseau de cellules pyramidales qui sont connectées à un réseau de cellules pyramidales, cellules d'interneurones à parvalbumine qui inhibent chacun de ces cellules pyramidales. Lorsqu'il y a des informations qui arrivent, qui excitent ces cellules pyramidales, eh bien, ils pourront envoyer éventuellement un potentiel d'action ou plusieurs potentiels d'action et transmettre l'information. Mais en même temps, ils vont exciter ces interneurones à parvalbumine qui vont se mettre en réseau et s'activer et libérer en même temps du GABA sur ces cellules à pyramidales et ainsi inhiber ces cellules à pyramidales. Ce qui fait que durant cette période d'inhibition, eh bien, ces inputs ne pourront pas être transmis plus loin. Ensuite, il y aura une libération, la fin de l'inhibition va se faire, et ensuite, de nouveaux inputs pourront être transmis à nouveau. Et ainsi de suite, de cette manière-là. Et en fait, ce système va en fait favoriser, entre autres, le lien à travers un réseau de neurones des informations qui arrivent, qui coïncident temporellement ensemble. Et c'est une manière d'associer toutes les informations qui arrivent temporellement dans un réseau de neurones ensemble et de filtrer des informations qui n'arrivent pas en même temps, si vous voulez. Et lorsque vous avez un système de cellules pyramidales qui active en réseau des cellules à parvalbumine, vous aurez comme ça une succession d'excitation, d'inhibition, d'excitation qui vont se perpétuer pendant un certain temps. Et en fait, ça va donner une sorte d'oscillation. Lorsqu'on enregistre avec des électrodes EEG, par exemple, dans une région où il y a ce type d'activité, ce que vous allez voir, c'est le signal électrique va osciller avec une fréquence, un cycle de à peu près 15 à 30 millisecondes. Ça signifie que ces périodes d'inhibition et d'excitation sont très, très courtes. Et c'est des oscillations électriques d'activité qu'on appelle à haute fréquence, qu'on appelle aussi gamma. Et en fait, lorsque vous faites des mesures électroencéphalogrammes, vous allez voir que le signal qu'on mesure, en général, fait de toute une série de vagues d'oscillations d'activité à différentes fréquences, dont les fréquences gamma, qui sont vraiment déterminées par la fonction de ces interneurones à parvalbumine. Et en fait, ici, c'est juste pour vous montrer que chez les patients, ces oscillations gamma, qui dépendent de ces cellules à parvalbumine, sont altérées. Et dans ce cas-là, c'est une tâche cognitive. Et durant cette tâche cognitive, les oscillations gamma, dans les fréquences 30 à 80, sont largement diminuées chez les patients comparées à des sujets contrôle. Si on revient maintenant à l'effet d'une dérégulation redox sur ces interneurones à parvalbumine, eh bien, on a choisi un modèle animal qui a des capacités diminuées de synthétiser ce glutathion qui est vraiment un des antioxydants principaux. Pourquoi on a choisi ce modèle? Parce qu'il y existe des associations génétiques au niveau de gènes impliqués à la synthèse de ce glutathion et au métabolisme.
Dans le sang, il y a beaucoup d'études maintenant qui montrent une diminution du taux de glutathion dans le sang de patients, des anomalies au niveau des gènes associés à ce métabolisme, et dans certains cas, chez certains patients, un taux de glutathion cérébrale plus bas. Donc on a considéré que c'était un modèle de départ pour voir qu'est-ce qui se passait lorsqu'on diminuait les capacités antioxydantes chez un animal. Évidemment, ce n'est pas chez l'homme. Et on a regardé ces interneurones à parvalbumine et on s'est concentré dans un premier temps sur deux régions, le cortex préfrontal et l'hippocampe, parce que c'est deux régions où les interneurones à parvalbumine chez les patients sont altérés. Qu'est-ce qu'on a constaté? C'est que chez les jeunes adultes qui ont de souris, qui ont un taux de glutathion moins bas, c'est des souris qu'on appelle GCLM, eh bien, le nombre d'interneurones à parvalbumine a diminué d'une façon significative. Lié à ça, les oscillations gamma, que je vous ai expliquées avant, sont aussi diminuées chez ces souris. Par contre, dans le cortex préfrontal de ces jeunes adultes, eh bien, le nombre de cellules parvalbumine était normal. De même, les oscillations gamma étaient normales. Mais qu'en est-il lorsqu'on ajoute un stress par-dessus? Et comme je vous ai dit, il y a beaucoup de stress, de risques facteurs qui induisent une dérégulation redox, un stress oxydatif, pour différentes raisons. Donc on a essayé de tester cette hypothèse, de voir durant le développement si on applique un stress expérimental. Dans ce cas, on a choisi un stress expérimental pour essayer d'augmenter la libération de ces radicaux libres qui vont induire une dérégulation redox. Qu'est-ce qui va se passer? Et il faut savoir, et dans la présentation précédente, il a été dit que la dopamine est relâchée en forte quantité dans le cortex préfrontal durant un stress. Et on a utilisé cet outil-là pour induire une hyperdopaminergie, et on sait que la dopamine elle-même s'autoxyde, et elle génère durant cette autoxydation beaucoup de radicaux libres. Donc elle va augmenter les radicaux libres, et elle va, dans un animal comme cet animal qui a moins de glutathion, créer un stress oxydatif. Et on peut ainsi induire une hyperdopaminergie en utilisant un inhibiteur de la recapture de dopamine, que je vais simplifier et l'appeler GBR, et on va appliquer ce traitement à différentes périodes du développement et voir qu'est-ce que ce GBR qui induit un stress oxydatif à différentes périodes de temps a comme effet sur ces cellules à parvalbumine dans le cortex préfrontal. Donc on va appliquer différents traitements, soit durant la période juvénile, soit durant la période péripubertale, soit durant l'âge adulte, ces différents traitements, et observer ce que ça a d'influence sur ces interneurones à parvalbumine. Et en fait, on constate que lorsqu'on induit ce stress oxydatif durant le temps juvénile chez la souris et péripubertal, ça induit une diminution des cellules à parvalbumine. Par contre, ce même traitement chez un adulte n'a pas d'influence. Donc il y a un aspect développemental, là, une fenêtre durant le développement durant lesquelles ces interneurones sont particulièrement sensibles. Par contre, chez une souris normale, qui a des capacités antioxydantes normales, ce traitement n'a absolument aucune influence sur le stress oxydatif, car les souris ont suffisamment de capacités antioxydantes pour neutraliser cet excès de radicaux libres induit par ce GBR, et il n'y aura aucune influence sur les cellules parvalbumine. Et en fait, l'effet sur ces cellules parvalbumine est permanent. C'est-à-dire que si vous faites le traitement à l'état juvénile et que vous sacrifiez l'animal à l'âge adulte, il y aura toujours un défaut au niveau de ces interneurones à parvalbumine. Par contre, si on traite avec un antioxydant, durant la période postnatale jusqu'au stress lui-même, eh bien, on va empêcher, prévenir le défaut au niveau de ces interneurones à parvalbumine. Maintenant, quelques mots au niveau des récepteurs NMDA. Il y a beaucoup d'études qui ont montré qu'en fait, en utilisant des antagonistes aux récepteurs NMDA, qu'en bloquant les récepteurs NMDA durant le développement, mais aussi plus tard,
mais particulièrement durant le développement, que ça affecte les interneurones à parvalbumine. Et en fait, on pense qu'une bonne partie de cet effet peut être due à une dérégulation redox. Ici, l'exemple qu'on a regardé, c'est on a utilisé une souris qui n'a pas une des sous-unités de ce récepteur NMDA, et donc on va induire génétiquement une hypofonction de ces récepteurs NMDA. Et dans ce cas-là, lorsqu'on induit un stress oxydatif supplémentaire avec le GBR, comme on l'a fait avec les souris précédemment, on induit un stress oxydatif chez ces souris qui ont une hypofonction des récepteurs NMDA, mais pas chez les souris normales. De même, on va affecter les cellules pyramidales. Donc en fait, dans une souris qui a une hypofonction des récepteurs NMDA, ça va favoriser une dérégulation redox et une vulnérabilité des interneurones à parvalbumine. La raison est qu'en fait, l'activité neuronale augmente en fait les capacités antioxydantes des neurones via l'activation des récepteurs NMDA. Et lorsque cette hypofonction est là, eh bien, cette augmentation des capacités antioxydantes dans les neurones n'est pas là. Donc, si on augmente le stress oxydatif, eh bien, les cellules ne pourront pas manager cet excès de stress oxydatif. Mais il y a aussi l'interaction inverse, c'est-à-dire qu'une dérégulation redox peut aussi induire une hypofonction des récepteurs NMDA. En effet, les récepteurs NMDA possèdent différents sites, je dirais, modulatoires de leur fonction. Un de ces sites est le site redox, qui est un site où il peut y avoir une oxydation, une réduction de certains cystéines, de certains thiols. Et en fait, on a constaté que lorsqu'on induit un déficit en cet antioxydant qui est le glutathion, on induit aussi une hypofonction des récepteurs NMDA. Donc en gros, un déficit en glutathion est suffisant pour affecter les interneurones à parvalbumine, l'hippocampe, et un stress additionnel durant l'état juvénile ou péripubertal est nécessaire pour affecter les interneurones à parvalbumine dans le cortex préfrontal. Et on peut empêcher ça via un antioxydant. Et une hypofonction des récepteurs NMDA durant le développement postnatal favorise une dérégulation redox durant un stress et rend les interneurones parvalbumine vulnérables. Cela nous amène à faire un gros saut par rapport aux patients. Évidemment, on parle toujours là de recherche fondamentale chez les souris, mais une dérégulation redox induite par des facteurs génétiques et ou environnementaux durant l'enfance pourrait être en partie responsable ou contribuer aux anomalies des interneurones à parvalbumine qu'on observe chez les patients. Et en fait, une dysfonction des récepteurs NMDA, une neuroinflammation intimement associée à une dérégulation redox pourrait participer à ces anomalies. D'où l'idée peut-être qu'en fait des antioxydants, des anti-inflammatoires donnés durant une période critique chez des personnes à risque pourrait être une manière, un traitement pharmacologique, je dirais, léger pour essayer d'empêcher ou de diminuer ces anomalies-là. Brièvement, je vais vous parler également des macrocircuits et de l'effet d'une dérégulation redox sur les oligodendrocytes et la myéline. En fait, lorsqu'on regarde un neurone qui projette dans une autre structure, son axone est extrêmement long comparativement au reste de son corps cellulaire. Et il y a une chose critique, c'est qu'il faut que le message qui est généré ici puisse arriver là. Donc il ne faut pas qu'il se perde en chemin, que la transmission soit rapide, qu'elle soit efficace. Pour cela, il existe des cellules gliales qu'on appelle les oligodendrocytes qui forment la myéline autour des axones, qui forment une sorte de gaine isolante qui va favoriser justement et assurer la transmission rapide et efficace le long de l'axone. Et en fait, des études en immunohistologie, et en microscopie électronique aussi, mais aussi d'imagerie suggèrent qu'il y a des problèmes au niveau de ces oligodendrocytes et de la matière blanche
des faisceaux de fibres, de la matière blanche, chez les patients. Donc nous avons repris nos animaux qui ont une capacité antioxydante plus faible, qui ont moins de glutathion, et nous avons regardé dans un premier temps, dans le cortex préfrontal, la myélination en courant du temps. Et durant la période d'adolescence, on a vu que la myélination autour des axones était légèrement plus faible dans ces souris comparée à des souris normales. Et la quantification montre effectivement une diminution de la myélination. De même, une quantification du nombre d'oligodendrocytes matures qui fabriquent cette myéline est diminuée aussi chez ces souris adolescentes. Mais à l'âge adulte, on ne voit plus de différence. Donc il y a simplement un délai dans la maturation de ces oligodendrocytes dû à une diminution de glutathion. Mais nous avons aussi essayé d'utiliser les méthodes qu'on utilise chez les patients pour regarder en imagerie l'intégrité de la matière blanche, par exemple, et on l'a appliqué aussi chez ces souris. Et on a essayé de quantifier avec ces méthodes l'intégrité de la myéline des différentes faisceaux de fibres. Et on a constaté que certains, pas toutes, faisceaux de fibres ont une diminution de l'intégrité. Et l'une de ces fibres, de ces faisceaux, c'est le fornix, qui est en fait un des principaux entrées et sorties de l'hippocampe. Encore une fois, l'hippocampe impliqué dans ce cas-là. Et dans ce cas-là, il semble que cette structure qui permet le passage d'informations qui entre et qui sort de l'hippocampe, qui vont dans le thalamus, dans l'hypothalamus, par exemple, et dans le septum, eh bien, il est affecté. On a utilisé des méthodes électrophysiologiques aussi pour regarder si, le long de ces faisceaux du fornix, la conductivité, la vitesse de transmission était altérée, et on a vu une légère diminution aussi de la vitesse à laquelle la transmission du potentiel d'action était transmise. Donc l'intégrité structurelle et fonctionnelle des faisceaux du fornix sont aussi affectées, ces souris, et elles sont affectées dès l'adolescence et elles restent affectées jusqu'à l'âge adulte. Du coup, nous avons refait des expériences chez les patients. On a regardé en imagerie également l'intégrité de ce fornix, et on a vu que l'intégrité de ce fornix chez les patients de premier épisode psychotique est aussi diminuée. Et en parallèle, le volume de l'hippocampe est diminué. Et on a vu qu'il y avait une sorte de corrélation avec des marqueurs périphériques du système de glutathion. On a mesuré chez ces patients, en même temps on a pris du sang, on a mesuré différents métabolismes, différents enzymes associés au glutathion. On a vu qu'il y a une corrélation entre le volume particulièrement de l'hippocampe et ces différents marqueurs périphériques du système redox. Donc un déficit en glutathion affecte la prolifération des progéniteurs d'oligodendrocytes, ça je ne l'ai pas montré, je n'ai pas eu le temps, mais un déficit en glutathion induit aussi un délai dans la maturation des oligodendrocytes et dans la myélination dans le cortex préfrontal. Et un déficit en glutathion affecte l'intégrité structurelle et fonctionnelle de certains faisceaux de fibres, dont le fornix, qui est lié à l'hippocampe. D'où aussi cette idée que peut-être une dérégulation redox pourrait contribuer aux anomalies au niveau des oligodendrocytes de la matière blanche qui est observée chez les patients. Et encore une fois, là je n'ai pas le temps d'aller trop en détail, mais les récepteurs NMDA agissent aussi, peuvent aussi avoir une influence, un impact sur les oligodendrocytes, de même que évidemment l'inflammation peut impacter la myélination et les oligodendrocytes. Donc l'idée également, c'est que peut-être des substances antioxydantes, anti-inflammatoires données précocement pourraient peut-être empêcher ou retarder ou diminuer l'impact d'une dérégulation redox possible sur ces différents systèmes. Donc pour résumer, des régulations redox, donc stress oxydatif, diminution ou altération des systèmes antioxydants, qui peut être dû à des vulnérabilités de gènes et aussi des facteurs environnementaux qui apparaissent durant différentes
timing du développement, combiné à neuroinflammation, récepteur NMDA, peut avoir des influences néfastes sur des interneurones à parvalbuine, des oligodendrocytes, et qui peut participer à la disconnectivité connue chez les schizophrènes et impacter évidemment sur les symptômes, les différentes dimensions cognitives, affectives et sociales. Ce qui n'est peut-être pas vraiment sorti énormément, c'est que toutes ces régions du cerveau, en tout cas par exemple par rapport aux cellules des interneurones à parvalbumine, ne sont pas nécessairement impactées de la même manière au même moment. J'ai montré que l'hippocampe était affecté sans stress supplémentaire, simplement en diminuant les capacités antioxydantes, on induit un impairment. Par contre, au niveau des cortex préfrontal, il faut un stress supplémentaire qu'on peut appliquer. Par contre, il y a d'autres régions où l'effet du stress qu'on applique a des effets sur les interneurones à différents timings, etc. Donc peut-être la question qu'on avait, pourquoi on n'a pas toujours la même trajectoire dans l'évolution des patients, peut-être même avec des mécanismes biologiques qui sont identiques, plus ou moins identiques, c'est aussi que chaque patient va peut-être avoir eu des stress qui apparaissent à différents moments et qui vont induire une trajectoire neurodéveloppementale différente. Et évidemment, en plus, chaque patient a probablement des vulnérabilités, une combinaison de vulnérabilités qui est différente, et la combinaison de l'ensemble fait que les trajectoires peuvent éventuellement varier, même si à la base, il y a des mécanismes similaires. La neuroinflammation, stress redox, récepteur NMDA, un dysfonctionnement au niveau des systèmes glutamatergiques sont présents dans beaucoup de maladies mentales ou de pathologies. Donc, je pense que je n'ai pas la réponse non plus, mais il faut peut-être l'envisager de cette manière-là. Voilà.